Bonsoir et bienvenue à tous, ça vous regarde en direct, ravi de vous retrouver. Au programme ce soir, un dernier budget pour la route. On va débattre du projet de loi de finances pour 2022. Grosse journée pour Bruno Le Maire aujourd'hui entre le Conseil des ministres et la présentation à l'Assemblée nationale. Un budget très politique sur fond de pré-campagne. Emmanuel Macron dépenserait-il sans compter? C'est notre grand débat ce soir. Voilà, ça vous regarde, vous avez le menu, c'est parti. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Qui veut gagner des milliards? Titrait ce matin Le Parisien. La bamboche budgétaire, c'est pas terminé pour l'édito de l'opinion, quand Le Monde, lui, met l'accent sur les limites du toujours plus de dépenses. On va se pencher ce soir sur le budget 2022, budget de campagne ou pas. En tous les cas, c'est le dernier du quinquennat. Bonsoir Laurent Saint-Martin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le rapporteur général de ce budget, député La République En Marche du Val-de-Marne. Bonsoir Charles de Courson. Merci d'être là. Bienvenue, député Liberté et Territoire de la Marne. Les finances publiques n'ont pas de secret pour vous. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Bienvenue, vous aussi membre de la Commission des Finances, député insoumis de Seine-Saint-Denis. On va décortiquer ce budget ensemble. L'économiste Anne-Sophie Alsif va nous rejoindre dans un instant. Mais pour entrer en matière et y voir surtout beaucoup plus clair, j'appelle mon camarade Stéphane Blakowski, si j'ai bien compris son billet d'actu tout de suite. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam, bonsoir messieurs. Si j'ai bien compris, le budget 2022 ce soir. Bah oui, si j'ai bien compris Myriam, le gouvernement présente son dernier budget avant la présidentielle. Donc forcément, l'opposition est extrêmement vigilante parce qu'elle est bien placée pour savoir qu'un dernier budget avant la présidentielle, on est parfois tenté de l'arranger un peu, que ça manque un peu de sincérité. Par exemple, en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Cour des comptes avait estimé que le dernier budget de François Hollande manquait de sincérité. Il y avait 8 milliards, je crois, de dépenses qui ne figuraient pas dans le budget dont on héritait le gouvernement suivant. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. C'était exactement la même chose ou presque en 2012. Pareil, la Cour des comptes avait remarqué qu'il manquait 5 à 6 milliards de dépenses dans le dernier budget de Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas déclaré au moment de le faire voter. Donc forcément, l'opposition soupçonne Emmanuel Macron, lui aussi, de aller trafiquer aussi un peu les comptes publics. L'opposition est vigilante. Elle veut examiner ce budget à la loupe, on la comprend, sauf que il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a des trous dans le projet de loi de finances. Et, pour paraphraser Martine Aubry, quand il y a un trou, c'est qu'il y a un loup, évidemment. C'est d'ailleurs ce qui agace au plus haut point, en tout cas, qui agace pas mal, on va dire, le Haut Conseil aux finances publiques, qui est donc présidé par Pierre Moscovici, qui est aussi le président de la Cour des comptes. Il était cet après-midi plutôt, à l'Assemblée. Ces éléments sont incomplets. Ils n'incluent pas des dépenses annoncées par le gouvernement, comme le plan d'investissement ou encore éventuellement le revenu d'engagement. Le Haut Conseil a interrogé le gouvernement sur des fourchettes, au moins, concernant ces deux postes, qui ne lui ont pas été communiqués, les arbitrages n'ayant pas été rendus à ce moment. Ces conditions de saisine ne permettent pas au Haut Conseil de porter un diagnostic complet sur la loi de finances. Alors, que répond le gouvernement à cette critique ? Le gouvernement met la main sur le cœur, il dit mais non, c'est pas un manque de sincérité, pas du tout, c'est juste un manque de temps. Ce plan de 30 milliards d'investissement, on ne sait pas exactement encore ce qu'on va en faire, comment on va le distribuer, mais dès qu'on le saura, il y aura un amendement. Et puis bien sûr, Pierre Moscovici pourra donner son avis pour savoir si c'est conforme à la trajectoire. Ça, c'est pour ce qui ne figure pas dans le budget, qui pourrait arriver après. Mais on reproche déjà trop de dépenses au gouvernement dans ce budget. Alors oui, il faut reconnaître qu'en ce moment, le président Macron donne un peu le sentiment de signer des chèques à tout va, quelques dizaines de millions par-ci, quelques centaines de millions par-là. Quand on cherche à dresser la liste de tous les bénéficiaires, elle est assez longue, je vais vous la lire, elles sont doute pas exhaustives. Les policiers, les Marseillais, les agriculteurs, les harkis, les sages-femmes, les sportifs, les travailleurs indépendants, il y en a sans doute d'autres. Donc le résultat, c'est que les candidats de la droite, et ils sont nombreux, les candidats de la droite disent tous la même chose, mais enfin, on est en train de trop dépenser. Et donc, bien sûr, le slogan qu'on a retenu, c'est celui qu'avait utilisé Valérie Pécresse. Très bon slogan de com. Voilà, en tout cas, bonne trouvaille. Je vous laisse le lire si vous ne l'avez pas en tête. Emmanuel Macron est en train de cramer la caisse. Donc, on ne vous met pas la vidéo.
qui coûteraient un peu plus cher. Donc nous aussi, pareil, on fait attention de ne pas cramer notre petite caisse de dépenses. Voilà. Et à cette critique de cramer la caisse, que répond Bruno Le Maire, par exemple? Bruno Le Maire, d'abord, il dit que, en fait, ces dépenses supplémentaires, elles sont utilisées pour des choses essentielles, pour la police, pour l'éducation, pour la justice. Alors, qui veut réduire les dépenses dans ce domaine? C'est évidemment pas évident de se prononcer sur ce point-là. Et puis, il contre-attaque avec une formule qui est une formule assez classique dans les disputes qu'on utilise tous depuis la cour de récréation, qui consiste à dire « c'est celui qui dit qui est ». Alors, bon, c'est ce que dit Bruno Le Maire, pas en ces termes, mais ce matin, il était à Bercy, il a fait remarquer qu'on lui reprochait de dépenser trop, certes, mais qu'il pouvait faire le même reproche à l'opposition qui, dans ses promesses électorales, dépensait selon lui sans compter. Il a cité, sans les nommer, Marine Le Pen, les autoroutes, Valérie Pécresse, la hausse des bas salaires, et puis Anne Hidalgo, la hausse du salaire des enseignants. On écoute Bruno Le Maire. Cette politique du quoi qu'il en coûte n'a rien à voir, mais vraiment rien, avec le n'importe quoi budgétaire de nos opposants, qui ne cessent de multiplier des propositions toutes les plus farfelues les unes que les autres sans le moindre euro de financement. De rachat des autoroutes à 40 milliards d'euros, en passant par l'augmentation générale des salaires de 10% financée par l'État pour 25 milliards d'euros, au doublement du salaire des enseignants pour plus de 50 milliards d'euros. Bref, on sait qu'un débat sur le budget, c'est toujours très animé, mais quand c'est à quelques mois de la présidentielle, ça devient très très animé. Donc vous allez devoir animer un débat qui risque d'être animé. J'espère que ça ne sera pas explosif. Ben, on l'espère aussi. Je vous laisse. Moi, On va voir ça tout de suite. Merci beaucoup Stéphane. Laurent Saint-Martin. 12 milliards de dépenses publiques supplémentaires pour 2022, sans compter évidemment le quoi qu'il en coûte qui s'élève alors là à 165 milliards qui sera remboursé sur les 50 prochaines années. Mais 12 milliards quand même, c'est pas rien. Le sérieux budgétaire, c'est fini? Absolument pas. Le sérieux budgétaire reste dans l'ADN de la majorité présidentielle. D'ailleurs, on l'a démontré, notamment entre 2017 et le début de la crise Covid. On est la majorité qui avons stabilisé, voire réduit même en pourcentage la dette publique, stabilisé les dépenses publiques. Donc on ne nous fera pas le reproche de ne pas savoir gérer les comptes du pays. Nous l'avons fait mieux que tous les gouvernements précédents. C'est pas un peu un budget de campagne quand même? On sort le carnet de chèques à la toute fin du quinquennat. Je vais y venir sur le sujet budget de campagne parce que je n'aime pas ce terme. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des politiques publiques prioritaires, et là je ne parle pas du tout de Covid, comme vous je le mets de côté, dans lesquelles nous devons rattraper un grand retard que notre pays a pris. C'est vrai dans l'éducation, il faut mieux rémunérer les professeurs. C'est vrai dans la santé, il faut mieux rémunérer les soignants. C'est vrai dans la justice, c'est vrai dans la sécurité, c'est vrai dans un grand nombre de politiques publiques prioritaires de notre pays. Et ce qui est assez détestable, je trouve, dans le débat depuis hier, c'est que finalement on laisserait penser que remettre notre pays à niveau sur un certain nombre de grandes politiques publiques de notre pays serait faire un budget de campagne. Ce qui serait faire un budget de campagne, c'est faire de la promesse pour les prochaines années. On ne parle pas du tout de ça. On parle d'appliquer des mesures qui ont été... De réformer tout de suite, c'est-à-dire donc de dépenser tout de suite. Qui sont financées, qui ont été annoncées il y a bien longtemps. On parle de respecter des lois de programmation dans la justice, pour les armées, pour l'aide publique au développement, qui ont été votées il y a plusieurs années. Donc vraiment, dans cette histoire, ce qui manque de sincérité sont plutôt les oppositions qui laissent penser qu'à quelques mois de la présidentielle, eh bien, le président, le gouvernement et sa majorité feraient de ce budget un budget de campagne, ce qui est l'inverse. Nous finançons des annonces qui datent depuis plusieurs années, plusieurs mois, et à ce moment-là, le reproche du budget de campagne, il aurait fallu le faire dès le premier jour de notre mandat, parce que nous faisons ce que nous disons. Charles de Courson, qu'est-ce que vous répondez? Mais c'est très simple. Il y a le juge de paix, c'est le déficit structurel. Bien. C'est-à-dire hors mesures exceptionnelles liées au Covid, etc. Il a évolué comment? Monsieur le rapporteur général, vous le savez aussi bien que moi. Ça dépend des années. 2017, 2018, 2019, grosso modo, stabilité. On n'a pas redressé, stabilité. Et après... Ce qui est déjà, vous le remarquerez, une prouesse par rapport aux autres gouvernements précédents. Monsieur le rapporteur général, Nemo, utidure, turbitudinem. Oula, alors là, il va falloir parler à ceux qui sont palestinistes pour faire turpitude. Et depuis, c'est une explosion. Le gouvernement dit 3,7%, c'est-à-dire que le déficit structurel augmente. Et le Haut Conseil dit 4,7%, puisque... J'en ai vu des budgets, je suis à mon 28e, loi de finances initiale. Bon, mais à chaque fin de législature, bien entendu, c'est non pas open bar, mais certains se laissaient, tout à l'heure, votre collègue journaliste disait quelques milliards, 4, 5, 6. Mais alors là, le open bar, c'est open bar. Ouais. Et donc, le déficit structurel augmente, il augmente, de 3,7 à 4,7. Une partie des annonces gouvernementales ou présidentielles ne sont pas budgétées.
Alors on dit, on va y revenir. Voir, je pourrais donner plusieurs exemples. On va y revenir à justement ces amendements qu'on attend. Extraordinaire. Le revenu de remplacement. 500 €, d'après ce que dit le gouvernement. Alors le revenu d'engagement pour les jeunes. Oui, 500 € pour les jeunes décrocheurs. Oui, les jeunes décrocheurs. 500 € mensuels. Alors on dit que ça coûterait, alors les uns disent 1 milliard, les autres disent 2 milliards. Mais où sont les crédits? Alors on nous dit, on va redéployer les crédits. Mais attendez, ça veut dire que la loi de finances initiale, c'est une loi de finances rectificative. Non mais attendez, mais pourquoi cette absence de transparence? Je vous donne un autre exemple. Après, on fait circuler la parole parce qu'on a du temps. Le chèque énergie, 100 €, on passe de 150 à 250 €. Ça, c'est pour les familles les plus précaires. 600 millions de personnes concernées. C'est 600 millions, c'est 6 millions de personnes, donc 100 € 6 millions de personnes, pardon. 6 millions de personnes, ça fait donc 600 millions. Bien. On dit, c'est pas dans le budget, la loi de finances initiale. On dit, non, on va le mettre dans la loi de finances rectificative. Mais vous savez quand est-ce que c'est voté, la loi de finances rectificative? En fin d'année. Comment vous allez verser à 6 millions de personnes entre le 29 ou 28 décembre et le 1er janvier? Donc tout ça, c'est des dépenses sur le budget, en fait, 2021. Alors attendez, on va entendre la liste des griefs parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Dernier exemple et ensuite un plan d'investissement de 30 milliards d'ici 2030. Bon, faisons un calcul Bécasson, on divise par 8, grosso modo 4 milliards. Ils sont où? Ah ben on va voir. Non mais attendez, moi j'ai jamais vu une telle insincérité. Là, vous déroulez. On a bien compris. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est ce que j'appelle les dépenses publiques structurelles et ce qui n'est pas encore dans le budget, les jeunes et l'investissement. Éric Coquerel, j'aimerais vous entendre sur ce budget. Parce que vous, quand on regarde les gagnants, les missions régaliennes de l'État, l'éducation nationale, la défense, plus 1,7 milliard. L'éducation, pareil, 1,7 milliard. Intérieur, 1,5. Justice, 660 millions. Recherche, 650 millions. Éteignez votre portable, monsieur de Courson. Vous ne pouvez pas vous opposer à ça, vous, l'insoumis. C'est plus de moyens quand même pour nos policiers. On ne dépense pas assez, on dépense mal. Voilà. J'ai une vision totalement diamétralement opposée de celle de Charles de Courson, parce que j'en remarque une chose. Il y a 2 ans, on aurait fait ce débat ici. Au moment où le déficit, en gros, était annoncé, je ne sais plus les chiffres, mais en gros 78 milliards d'euros, c'était soi-disant atteindre les 100 milliards, la Terre allait s'ouvrir, quoi, le monde allait s'écrouler. Aujourd'hui, on va en être à 220 milliards d'euros, 114% du PIB, et c'est pas pour ça que le monde s'écroule. Le monde s'écroule éventuellement parce qu'il y a 280 000 emplois supprimés suite au Covid. Parce qu'on a des hôpitaux publics qui ont révélé, après des années d'austérité, de telles politiques menées, la difficulté qu'il a eue pour affronter la crise. Vous nous dites, on a creusé la dette, on a creusé il y a de la bonne dette. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème. Mais pourquoi vous dites mal? Parce que quand on regarde les postes... Je vais continuer. C'est déjà pas ça le problème, et ça va me permettre après d'argumenter, parce que notamment, pour la première fois, la Banque Centrale Européenne a été obligée de monétariser la dette. C'est-à-dire que c'est les banques centrales qui ont racheté la dette Covid et nous ne sommes plus dépendants des marchés de ce fait-là. Donc, et là, les taux d'intérêt n'ont pas explosé. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que le moment et la situation n'est pas venu de mégoter sur l'argent qu'il faudrait. Les Américains ont mis 25% de leur produit intérieur brut dans les mesures d'urgence et le plan de relance suite au Covid. Nous, on en est à 6%. C'est bien insuffisant. 2 économistes, c'est pas des gauchistes, c'est Pisani, Ferry et Blanchard, expliquent qu'il faudrait 60 milliards d'euros en plus pour relancer la demande, notamment par rapport aux plus déshérités. Simplement pour atteindre... Ça, vous parlez du choc d'investissement, de la relance pour après. Simplement, mais il y a un budget là déjà. Les chiffres qu'on se donne en termes de bas carbone, il faudrait 18 milliards d'euros de plus par an. Donc le moment est venu, non pas de commencer à resserrer la bourse, parce que je pense qu'on commence à resserrer la bourse. Et d'ailleurs... Aujourd'hui, Bruno Le Maire a annoncé pour les 5 ans à venir le fait qu'on va transférer ce qui se passe au niveau du budget de la santé, c'est à l'ONDAM. Vous savez qu'on corsette les budgets, c'est-à-dire qu'on adapte les budgets non pas aux besoins, mais à l'argent qui est décidé de mettre dessus. Ils veulent le faire dorénavant sur les 5 ans à venir, sur les budgets qui sont présentés. Et ce budget, il amorce la pompe, c'est-à-dire qu'il commence justement à mégoter. Et il le fait mal, je termine là-dessus, parce qu'il baisse une fois de plus les recettes qui ont avantagé les plus riches depuis 5 ans.
Il donne de l'argent, par exemple, aux entreprises, ce qui est très bien, mais il le donne à toutes les entreprises, y compris celles qui font des bénéfices et qui le recyclent en actions, en bénéfices, et non pas pour l'emploi. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas assez. Alors, et c'est deux points de vue très différents. Je voudrais quand même accueillir Anne-Sophie Alsif. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes l'économiste de ce plateau. On a besoin de votre expertise. Vous êtes chef économiste au BIPE, le Bureau d'information et de prévision économique. D'abord, il y a beaucoup de choses déjà qui sont dites. Mais si on regarde ce budget-là, la dépense publique, est-ce que le gouvernement, à votre avis, a raison d'ouvrir, enfin de fermer plutôt lentement les vannes budgétaires après ce qu'on a vécu, la crise Covid? Et est-ce que, et là c'est pour répondre à Charles de Courson, ce gouvernement-là, sur 5 ans, est plus dépensier que les précédents? Alors oui, il a raison, parce que c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir beaucoup de croissance pour se désendetter et d'avoir plus de recettes fiscales. Donc c'est ça l'objectif. Donc l'idée, c'est de dire, eh bien en effet, on continue d'avoir des déficits importants. Moi, c'est vrai que pour l'année prochaine, je pense que le taux de déficit est d'ailleurs assez optimiste. Je pense qu'on va rester plutôt à 6% et qu'on mettra plutôt 2026-2027 pour en tout cas rapprocher les 4 voire 3%, mais en tout cas, on y est vraiment loin. Et donc l'idée, c'est on continue justement d'investir et de faire de la dépense publique pour avoir beaucoup de croissance. Donc à court terme... il faut pas fermer d'un coup le robinet. Non, en court terme, il faut surtout pas le faire. Économiquement, parce qu'en effet vous allez casser la croissance et donc c'est vraiment le pire. Si vous n'avez plus de croissance, c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous désendetter. Sur la dépense publique et ce gouvernement-là, est-ce que là on a 12 milliards de dépenses dans ce budget, est-ce que ce gouvernement-là il est plus dépensier que les précédents? Alors, par rapport à nos Allemands, on a l'impression qu'on creuse plus les dépenses et que du coup, ça freine un peu notre économie. Avant la crise, je dirais qu'il était peut-être plus dépensier puisqu'on a eu en effet la crise des Gilets jaunes. Et il y a beaucoup d'actions pour le pouvoir d'achat et notamment des classes moyennes qui ont été effectuées. On pense en effet aux impôts locaux, à l'impôt sur la fortune ou aussi à l'impôt sur le revenu qui concerne en effet que la moitié des Français puisque l'autre catégorie n'en paie pas. Donc beaucoup de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat de la classe moyenne, ce qui a été plus dépensier, mais il y a des bonnes raisons. Ce qui a été bénéfique, les Gilets jaunes. Notamment après la crise, 2009, ça a été plutôt une très bonne année économique. Et c'est vrai que ce quoi qu'il en coûte a permis de conserver ce pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, toute la reprise ne se base que sur la consommation des ménages. Donc l'idée, c'est de dire, eh bien, on finance massivement la dépense parce que cet argent va être réinvesti dans l'économie. Donc ça permettra de booster la croissance. Et puis les plans d'investissement, pareil, en contribution à la croissance, on est à plus de 10%. Donc l'idée, c'est de continuer cette année et l'année prochaine pour là aussi donc avoir une très forte croissance. Je vois que l'open bar, c'est pas si mal. Du moment que c'est pas open bar. Alors non, mais je voudrais que vous répondiez. Je sais que ce sont les termes, pardon. Non, mais juste pour compléter par rapport à ce que vous disiez, la monétisation de la dette par la Banque Centrale Européenne, ce n'est pas que pour la dette Covid. Depuis la crise de 2008, la Banque Centrale a commencé à faire ce genre de procédé. En 2008, la Banque Centrale a donné de l'argent à des banques qui étaient chargées de prêter de l'argent aux États. Là, cette fois-ci, c'est la première fois où ça se passe directement. C'est-à-dire que la dette... C'est du rachat sur marché secondaire de la même manière. Non, c'est pas directement. Ce qui fait que la Banque de France aujourd'hui... La Banque de France aujourd'hui... Vous allez me redonner la parole parce que c'est moi qui anime ce débat et on va essayer d'organiser. Il y a beaucoup de sujets, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous allez avoir la parole, Laurent Saint-Martin, mais j'aimerais quand même qu'on réponde. J'aimerais dire un mot. Alors, sur Open Bar et ensuite sur ce qui n'est pas dans ce budget. 30 milliards pour l'investissement, c'est pas rien. Vous n'allez pas comme ça rajouter, on ne sait pas quand, au plein milieu du débat, pas 30 milliards pour 2022, mais je vais vous répondre. D'abord, sur le sujet de l'open bar, je sais que c'est un terme journalistique à la mode ces derniers jours. Attention aux mots. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Vous voyez bien, on est dans un débat de plus et de moins. Monsieur de Courson trouve qu'on dépense trop. Monsieur Coquerel trouve qu'on dépense pas assez. Et si on se posait la question de la qualité de la dépense, si on se posait la question de l'investissement que représente une dépense, vous l'avez très bien dit, la dépense pour la croissance, c'est d'abord le quoi qu'il en coûte pour la préserver, et puis surtout le plan de relance pour la booster. Après, quand nous investissons pour que les professeurs soient mieux payés, pour l'attractivité du métier, pour que nos enfants puissent mieux apprendre, être mieux formés, demain avoir des emplois, c'est de l'investissement de société. Donc, c'est des investissements de fonctionnement qui coûtent systématiquement chaque année. Je n'aime pas le terme, et je réfute le terme d'open bar, comme si la dépense était finalement perdue, comme si on laissait filer comme un robinet ouvert la dépense publique. Ce n'est absolument pas ce que fait ce gouvernement et la majorité. Absolument pas. Et la comparaison avec la crise précédente est extrêmement intéressante. En 2008, 2009 et 2010, la réponse à la crise, ça a été cure d'austérité, remontée des prélèvements obligatoires et des impôts. Nous faisons l'inverse. Nous investissons et nous baissons les impôts des ménages. Le résultat, c'est que nous avons
le niveau d'emploi qui est revenu à celui d'avant-crise. Nous avons de l'investissement dans les entreprises qui est déjà revenu à celui d'avant-crise. Et nous avons la meilleure croissance d'Europe. On ne peut pas dire que le revenu d'emploi, c'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Éric Coquerel, on a le même niveau, que fin 2019. Je sais, j'ai eu les chiffres tout à l'heure. On a le même niveau que fin 2019. Là, on parle de l'emploi pour ceux qui n'arriveraient pas forcément à suivre. Les chiffres sont têtus, en plus d'inscrits en plus à Pôle emploi. Il y a 284 000 emplois salariés qui ont été supprimés en 15 mois et on en est maintenant à 1000 plans sociaux dans le pays. Donc ne dites pas que le niveau de l'emploi est revenu, ce n'est pas vrai. Absolument pas. Il y a même des tensions dans un certain nombre de secteurs. La conversation parce que moi aussi, on est sur le budget, là vous partez sur l'emploi. Restons un instant. Évidemment, c'est un lien, mais j'aimerais qu'on parle quand même de ce qui n'est pas dans ce budget que vous allez devoir forcément découvrir. C'est nouveau ça, c'est inédit dans la méthode. Moi, j'ai jamais vu un gouvernement qui dépose un projet de loi de finances quand on lui pose des questions. On dit non, mais on fera des amendements. D'ailleurs, le rapporteur général a posé la question, il n'a pas eu de réponse d'ailleurs. Si, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Moi, je sais pas. Et j'ai obtenu satisfaction. J'ai exigé du gouvernement que les amendements soient déposés en première lecture à l'Assemblée nationale, par respect pour le Parlement et surtout pour l'Assemblée nationale. On est sur des amendements là à quoi? À 35 milliards Non, pas du tout, Myriam Mankawa. Parce que si on a 2022. un plan de relance d'un côté, on est à peu près, mais ce sont mes estimations de rapporteur général. C'est évidemment au gouvernement de déposer les amendements. Non, mais donnez-nous des infos. Je l'ai déjà donné à vos confrères, j'estime entre 5 à 6 milliards supplémentaires, ce que par voie d'amendement portera en crédit de paiement sur l'année 2022. Voilà. Donc il y a effectivement vous avez déjà les amendements, parce que là, nous on les a pas. Non, c'est une estimation par rapport à des objets politiques qui, eux, sont annoncés, c'est-à-dire revenu d'engagement et le plan d'investissement. Revenu d'engagement, c'est pas ce que c'est. 2 milliards. 2 milliards. Probablement. Ça veut dire que c'est uniquement les décrocheurs, pas tous les étudiants. Les annonces précises des modalités de revenu d'engagement, je les laisse au président de la République en temps voulu. Mais vous savez, là-dessus, on peut parler de technique parlementaire, de savoir si c'est mieux en texte initial que par voie d'amendement. Oui, d'accord, on est tous d'accord là-dessus. On essaye d'éviter la technique là, ici. Oui, justement. Moi, je préfère un objet politique qui soit finalisé, qui trouve bien sa cible, qui soit efficace et qui soit fait un mois plus tard, plutôt que d'être complètement obsédé par un outil politique qui serait dans un texte initial, plutôt que par voie d'amendement. Nous sommes dans une démocratie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le président de la République qui fait le budget. Vous savez ce que je veux dire. Vaut mieux que ce soit prêt au bon moment plutôt que mal prêt et dans le texte initial. Et pourquoi ça n'a pas été intégré? C'est compliqué. Si c'est 2 milliards, ils mettent une provision de 2 milliards. C'est vrai que c'est étonnant ce temps. Ça serait pire que Courson. S'il y avait 2 milliards sans objet politique, vous seriez le premier, vous auriez raison à dire qu'est-ce que c'est que ces 2 milliards, c'est insincère, on ne sait pas à quoi ça sert. C'était 500 euros, puisqu'on a parlé de 500 euros, on verra. Éric Coquerel, vous vouliez rajouter? Moi, je pense que c'est pour le coup, on est sur la communication et on est sur le dispositif de campagne. Parce que ça permet de faire des annonces sans trop savoir ce qui correspond en face. Par exemple, là, j'apprends, si c'est 500 euros pour les décrocheurs, vous avez aujourd'hui des mécanismes qui, entre l'État et les villes, permettent en gros d'avoir ça. Voilà, j'étais l'autre jour à un forum jeunesse. C'est pour ça que l'idée, c'est de l'élargir. Voilà. Donc du coup, on n'a pas le débat qu'il faudrait. Parce que nous, par exemple, on est pour un RSA jeune. On sait que ça coûte 10 milliards, mais on est pour ça. Là, on pense qu'il faut mettre le paquet, vu les difficultés actuelles, notamment pour trouver un emploi. Et au lieu de ça, on nous fait une espèce d'annonce surprise. On nous parle, par exemple, du chèque énergie. D'accord, le chèque énergie, alors même que je vous remarque qu'avec l'ouverture à la concurrence, le gaz et l'électricité ont augmenté considérablement cet été. Alors c'est un peu bizarre, d'un côté ça augmente, on va mettre faire des chèques pour compenser l'augmentation. Tout ça, ce que je veux dire par là, c'est que additionner les uns les autres, en fait, ça fait des effets d'annonce qui ne correspondent pas, pour le coup, à, j'allais dire, ce que nous demandons, c'est-à-dire doper notamment vous allez nous dire justement doper la consommation populaire. Comment vous voulez relancer l'économie, puisqu'on est à un moment charnière, le début de la fin du quoi qu'il en coûte, et en même temps ces dépenses nouvelles. Comment les financer? Est-ce que le fort regain de croissance peut suffire sans augmenter les impôts, puisqu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts dans ce budget? Avant de vous entendre les explications de Stéphanie Delpierre avec Jason Vils. Regardez. 50 milliards de baisse d'impôts en 5 ans. Malgré les dépenses liées à la crise, pas question de changer de cap. Le ministre de l'économie le martèle, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en 2022. Il y a un instrument à bannir, je tiens à le rappeler, c'est celui de l'augmentation des impôts. Malgré tous les efforts que nous avons faits, malgré la baisse des impôts que nous avons engagés, nous gardons un niveau de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés des pays développés. Ce serait donc une impasse que de revenir sur ces baisses d'impôts. Alors que la reprise est là, une grande partie des économistes partagent l'analyse du gouvernement. Je pense que ce n'est pas le moment d'augmenter les impôts. Et je pense que c'est important de comprendre cet élément parce que c'est vraiment ce qu'on a appris
de la crise de 2008-2009 dans la zone euro. On a augmenté les impôts assez vite après la crise, en 2011-2012, et on a cassé la croissance. Le chômage est reparti, l'activité s'est réduite, et au final, comme il y a moins d'activité, il y avait moins de taxes et moins d'argent qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Sans hausse d'impôts, comment financer ce budget 2022 plutôt généreux ? Bercy prévoit en effet 12 milliards de dépenses supplémentaires et ordinaires par rapport à 2021, sans lien donc avec la crise sanitaire. Le déficit va rester à un niveau élevé, à 4,8% du PIB, c'est bien plus qu'avant le coronavirus. Le gouvernement mise donc tout sur la croissance, plus 4% en 2022 selon ses prévisions. Un scénario qui ne convainc pas complètement certains économistes. On peut espérer qu'effectivement la croissance qui est désormais au rendez-vous, le retour à la normale, fournira des recettes fiscales qui permettront de réduire le déficit considérable que nous avons connu. Mais ça demandera énormément de temps et donc on pourrait espérer une aide à la croissance au travers d'une action plus efficace, plus dynamique sur les dépenses publiques. Les Français échappent aux hausses d'impôts cette fois-ci, mais pas pour longtemps, selon tous les économistes. Anne-Sophie Elsif, économiste que vous êtes, cette croissance, donc on avait 6% cette année, ce qui est énorme quand même. 4% pour 2022, ça peut suffire ou pas ça va pas à compenser, suffire à financer pour, ces dépenses. En tout cas, réduire le déficit à 3%, qui sont quand même les objectifs de Maastricht, mais qu'on ne respecte pas en effet depuis un certain temps. Dans ce qui est important, c'est vrai que l'on a les débats sur le budget et tous ces milliards supplémentaires. Il faut quand même revenir à la situation internationale où vous avez des politiques monétaires, enfin vraiment l'argent qui ne coûte pas cher. Et donc c'est vrai la planche à billets. Et donc beaucoup de gouvernements savent que tous les pays sont dans cette situation-là, qu'on a des conditions de financement qui sont très attractives et que ça peut être le moment justement de s'endetter massivement pour utiliser le fait que l'argent soit pas cher pour booster la relance. Donc vous êtes d'accord avec Éric Coquerel là-dessus ? En effet les États-Unis, puisque tout cet argent supplémentaire c'est de la dette. Donc ça va être financé par de la dette avec des conditions monétaires qui sont très favorables. Et puis l'autre instant, c'est vrai que vous parliez de 6% cette année, plus de 4% l'année prochaine. Cette croissance, c'est surtout du rattrapage. Il ne faut pas oublier qu'on était à moins 8 en 2020. Donc c'est pas on est à une situation normale et tout d'un coup on a 6% de croissance. C'est du rattrapage. Donc une fois que ce rattrapage sera terminé, et donc on l'estime en fin 2022, là on va revenir à des niveaux de croissance beaucoup moins importants, 2,3, 2,5. Et dans cette situation, on aura toujours des finances publiques au thème, si on a toujours ces politiques d'investissement, c'est possible. On sera toujours dans une situation où on sera fortement endetté. Et donc, quand vous parlez de ce budget, on a 30 milliards qui sont peut-être pas budgétés, etc. Il y a cette prise de conscience, je pense, en France comme dans les autres pays européens, de savoir qu'on ne sait pas si tous les plans de relance vont bien fonctionner et créer la valeur qu'on veut. Et en 2023, on sait très bien qu'il faudra avoir une politique budgétaire beaucoup moins accommodante. Alors, il faudra baisser les dépenses publiques, exactement, puisque le rattrapage sera fini, ou baisser les dépenses publiques, augmenter les impôts. On n'aura plus de largesse budgétaire parce que les autres pays européens vont commencer à désendetter. On va voir les élections allemandes, mais que ce soit les différents partis, il y aura l'idée de revenir aux 3%. Il n'y a pas l'idée d'avoir d'autres plans de relance au niveau européen. Donc il va falloir dire aux marchés financiers, on a une trajectoire de désendettement. Et donc ça passe à partir de 2023. Et le fait d'avoir peut-être ces budgets mieux affectés, ça peut être une manière, mais on le voit pas qu'en France. Relancer l'économie à fond en 2022, mais commencer à donner une trajectoire de finances publiques dès l'année suivante. Vous avez remarqué... Si Emmanuel Macron est candidat et réélu. Mais vous avez remarqué que nous nous sommes engagés dès ce projet de loi de finances pour 2022 à engager le désendettement. La part de dette de notre pays par rapport à notre PIB va baisser de 2% dès l'année 2022 et devra effectivement ça fait continuer... sourire Charles de Courson. Ah non, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux parce qu'effectivement, ce qui est très bien expliqué là, c'est qu'il y a 3 leviers pour se désendetter. Il n'y en a pas 36. Vous avez effectivement les produits fiscaux liés à la croissance, qu'on aura boosté donc avec nos plans, les recettes fiscales qui rentrent en plus, la baisse de la dépense publique et les prélèvements obligatoires. C'est à peu près tout. Parce que sinon, après... Il y a l'inflation. Alors, il y a un retour de l'inflation, mais partons du principe il y a aussi les réformes structurelles, comme la réforme des retraites, oui, mais par c'est exemple. la baisse de la dépense publique, ça. Donc, partons du principe que la politique monétaire accommodante, à mon avis, va rester encore de façon assez durable. Je pense effectivement qu'il faut faire un peu de prospective et être responsable et ne pas uniquement dire qu'aujourd'hui, nous avons tout résolu. Demain, il faudra, en tout cas c'est ma vision politique, il faudra amorcer une stabilité d'abord et puis une décroissance Demain, c'est 2023, de la dépense. c'est ça
de la dépense publique. Je pense que c'est à partir de 2023. Attention, pas de façon trop brutale et trop rapide, sinon ça s'appelle l'austérité. C'est casseur de croissance, c'est casseur de consommation, et on retombera dans les mêmes travers qu'il y a 10 ans. Franchement, si on regarde la ligne de départage sur ce plateau, vous êtes plutôt seul contre les deux approches, parce que vous êtes sur l'idée qu'il ne faut pas casser... Non, je pense à Charles de Courson, qui lui, qu'il faudrait aller plus vite, plus fort sur la réduction des déficits dès maintenant. Il y a toujours des extrémistes. Non mais, oui, enfin comme extrémiste, on passera. Bon, premièrement, les prévisions de croissance, c'est quoi? C'est 6% pour cette année, bon, on devrait faire autour de 6, et autour de 4 l'année prochaine. Alors les gens disent c'est formidable, etc. Mais comme Madame l'économiste l'a rappelé, on a fait du -8, -8,2 l'année précédente. Donc en fait, c'est purement et simplement un rattrapage. Et à partir de 2023, on sera dans notre croissance structurelle. Le taux de croissance structurelle, c'est 1,1, 1,2, un peu plus de 1%. Donc comment vous voyez la suite? C'est drôle parce qu'il y a un économiste, alors, un de vos confrères, Philippe Martin, que vous connaissez sûrement, c'est le président du Conseil d'analyse économique, qui dit ces nouvelles dépenses légitiment la réforme des retraites. Alors pas forcément tout de suite, mais très vite. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est lui qui a écrit le programme économique d'Emmanuel Macron, je le précise. Qui était déjà légitime avant, la réforme. J'ai toujours été très clair, il faut faire une réforme, pas du tout celle qui s'est encarafée, mais une réforme très simple. Il y a une réforme structurelle, c'est de faire un régime unique pour tous les salariés du public et du privé, en mettant en extinction tous les régimes spéciaux. Ça ne veut pas dire les supprimer. Ouais. Et la réforme Macron, comme on l'appelle, elle s'est plantée là-dessus, définitivement. Et ça finance ça, c'est la réforme structurelle. À hauteur de combien? Et puis après, il y a la réforme, disons, paramétrique, qu'on fasse un régime unique pour tous les salariés ou pas, c'est de poursuivre et de reprendre l'augmentation. Non pas l'âge de départ, le nombre d'annuités pour avoir une retraite pleine et de respecter la diversité des personnes. On devrait reprendre ce qu'on avait fait dans la loi Fillon, c'est-à-dire un trimestre par an pour remonter pendant 10 ans de 62 à 64. Et avec ça, c'est l'un des éléments de réforme structurelle. Mais le gouvernement, là-dessus, à moins que monsieur le rapporteur général nous dise que dans la loi de financement de la sécurité sociale, on va avoir un amendement... Mais faut-il le faire tant que le virus est là, manifestement, c'est le juge de paix, le virus là-dessus. Mais monsieur le rapporteur général, ça veut dire qu'on ne veut pas être courageux d'ici les élections. Non, attention, ça n'a rien à voir avec le courage. Charles de Courson, vous êtes toujours courageux contre le monde du travail. Allez, Éric Coquerel voudrait rajouter un élément. Mais c'est plus qu'un élément, c'est que il y a deux façons de voir la suite. D'accord? Est-ce qu'on a besoin d'argent public, par exemple, pour une bifurcation écologique, dans la catastrophe environnementale qui nous menace? Je l'ai dit tout à l'heure, simplement même pour atteindre les accords de Paris, il faudrait 18 milliards d'euros de plus par an. Est-ce qu'on est sorti de la crise? Et là, je suis d'accord avec Charles de Courson, les plus 6% qu'on nous rabâche les oreilles, c'est un rebond mécanique par rapport à une chute brutale l'an dernier. Donc, il y aura 2 ans de perte de production des richesses. Et donc ça, à un moment donné, est-ce que l'État doit arrêter, quelque part, de soutenir l'économie? Bon. Ce que propose le gouvernement pour les 5 ans à venir, c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, c'est 0,7% de dépenses publiques seulement d'ici 2027 pour revenir aux 3%. Ça sera la plus grosse baisse de dépenses publiques quasiment de la Ve République, plus le fait de l'encadrer, je l'ai dit, par une espèce de plan pluriannuel qui ressemblera à de l'ONDAM. Vous voulez un véritable choc d'investissement? C'est une erreur terrible. Sur le pouvoir d'achat, sur les salaires. Et pourquoi c'est une erreur terrible? Parce qu'à partir de là, vous avez 3 moyens. Soit vous pensez que c'est uniquement la croissance. Or, la croissance, il y a des économistes, et d'ailleurs Bercy le dit lui-même, 2025-2027, ça sera à peu près à 1,5 de croissance par an. Il faudrait 150 ans, simplement sur la croissance, pour résorber cette dette. Soit vous le faites sur l'impôt. Le gouvernement a dit non, on ne baissera pas les impôts, on ne baissera pas notamment les impôts des plus riches qui en ont largement profité. Et donc, ils vont baisser les dépenses publiques. Or, la baisse des dépenses publiques, c'est ce qui explique pourquoi l'hôpital, c'est par exemple la situation. Donc, nous, on propose autre chose. On propose d'annuler la dette Covid. On propose sérieusement d'annuler la dette Covid de façon à ne pas être tributaire dans les années à venir. Et on peut le faire de cette situation. Et par contre... Parce que les taux d'intérêt sont faibles. C'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. Vraiment d'un mot, on voit qu'il y a vraiment, je dirais même 3 visions. Et pas sur le monde du travail. La baisse de la dépense publique, ce n'est pas la casse du service public. C'est ce que vous faites. Non, il faut arrêter. La grande différence entre vous et moi, Éric Coquerel, c'est que vous considérez arithmétiquement que baisser la dépense publique, c'est casser la qualité du service public. Messieurs, le débat budgétaire va commencer à l'Assemblée. Vous allez avoir beaucoup de temps pour en débattre. Chers amis,
Où en est la compétitivité de l'économie française? C'est ça le cœur du problème. Elle n'a jamais été si bonne depuis la politique fiscale que nous avons mis en place. De la balance commerciale qui n'a jamais été aussi élevée. 95 milliards dans les estimations de gouvernement. Ce qui montre qu'on a un problème de compétitivité. La vision d'Éric Coquerel et celle du rapporteur Laurent Saint-Martin, on voit que voilà, il y a des points communs, mais il y a aussi des lignes irréconciliables. Merci à vous tous. Ce débat ne fait que commencer, puisque ce débat budgétaire va occuper tout l'automne à l'Assemblée. On y reviendra largement. Merci Anne-Sophie Alsif.